Le soldat, sa mitraillette en avant, lui frôle le ventre. « Redresse-toi, debout !» Et l'homme, les yeux voilés de fatigue, dans un ultime effort, répète « Debout, debout !» Ses jambes flagellent, ses genoux s'amollissent. « Debout, chien, fils de chien !» gronde le soldat, qui, de ce pays, a pris les insultes et la passion. « Chien !» répète-t-il plus bas, pour lui, pour l'autre. La pensée de l'homme est légère. Bientôt, le petit, dans 2 ans, dans 3 ans, ses genoux cèdent, la terre accueille sa forme de pantin brisé. Le garde ne baisse pas les yeux. À terre, l'homme délire, libre, désormais. C'est fini, c'est la fin. Encore 3 ans pour le petit. Elle, au fond de la chambre, elle regarde, elle voit tout. Autrefois, elle ne voyait rien, c'est la fin. Le soldat ne baisse pas les yeux, il insulte. Cette sale guerre et la montagne en face de lui. Strié de temps en temps d'éclairs, de fumée blanchâtre devient le front de l'ennemi caché. Une barre tendue d'un horizon à l'autre. Il ne baisse pas les yeux, non, il baisse son arme. L'homme, à ses pieds, enfoncé l'âme dans ce corps à terre, le corps vaincu de cette sale guerre. Il est las, lassante besogne que de veiller toujours sur ses ombres épuisées, aux bras levés à perpétuité. Des vieillards presque, les jeunes, eux, sont tous là-bas, dans la montagne, à se terrer pour fendre ensuite sur nous et nous massacrer par surprise. Cela, on perd. Il sait, lui, que la peur seule cache bien tout le reste. Il baisse les yeux. L'homme gît dans la poussière, plié en 3, aux genoux, à la tête. Un chien mort, pense-t-il, un chien crevé. Qu'a-t-il ? Je n'en sais rien, répond le soldat dans un sursaut. Un évanouissement, peut-être. L'officier s'arrête. Ça tape dur aujourd'hui, reprend-il avant de s'éloigner en scrutant le ciel. Le soldat salue, relève la tête, relève son arme, continue sa garde. Sale guerre, marmonne-t-il encore, et il suit des yeux le dos de l'officier, un homme sec qui est venu à interroger en passant avant de partir. Quand ce jour-là, le spectacle commence à 9 heures du matin environ, Sherifa se trouve dans la cour qu'elle est en train de laver à grande eau pour rafraîchir la maison. Au premier fumée qu'elle aperçoit sur la montagne, et elle n'a même pas besoin de monter sur la terrasse pour les voir. Elle avertit Amna, sa voisine. Elle n'a pas d'enfant à reprendre de la rue. Elle soupire. Pas encore. Amna, dans sa chambre, pousse déjà de petits cris aigus. En appelant ses jumeaux, Sherifa déverse un dernier seau d'eau sur le carrelage, va ensuite à la cuisine, se hâte pour le repas, le couffin que Youssef, son mari, a rapporté du marché avant de partir, traîne dans un coin. Elle fait les préparatifs habituels, absente, attristée que Youssef ne revienne pas pour le déjeuner. Un moment plus tard, elle est installée comme Amna au fond de sa chambre, la porte ouverte sur l'horizon. 15 jours maintenant qu'est morte Aïcha, sa belle-mère, son unique parente en dehors de son frère et de Youssef, parce qu'elle n'a pas d'enfant, sans doute qu'on ne l'ensserre pas suffisamment le réseau familial. Elle se sent fragile, elle songe et son regard suit dehors les premiers avions qui apparaissent au vu qu'a laissé dans ces lieux la mort, la Aïcha, si vieille Amna, et les femmes de la maison voisine l'avaient secouée, elle qui ne bougeait plus depuis des années.